Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Tour d'Italie qui va s'élancer ce vendredi d'Albanie, une nouveauté pour le Giro qui partira donc avec ses 3 étapes en Albanie avant de rejoindre la péninsule italienne, et un parcours qu'on évoquera ensuite en passant notamment par le Finestre qui s'imposera. En tout cas, Tadej Pogačar, le vainqueur sortant, n'est pas présent, mais on a un ancien vainqueur, au moins avec la présence de Primož Roglič. On va regarder ce que l'on peut attendre de ce Giro, avec donc le général, le parcours, les sprinteurs, les Français aussi, et bien d'autres choses. On va prendre le temps de voir ça avec nos 3 chroniqueurs du jour. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. On est aussi avec Anselme. Salut Anselme. Salut Mathieu, salut tout le monde, et je vais juste rajouter qu'on a 2 anciens vainqueurs puisque Bernal est au départ. Tout à fait, tu fais bien de le préciser, il faut pas l'oublier. Techniquement il y a 3 parce qu'il y a Jay Hindley qui est là aussi. Et on a aussi Richard Carapaz, donc à ce rythme-là, on va en rajouter beaucoup. Et on complète notre équipe avec Théo, qui peut-être a quelque chose à rajouter, moins que mon introduction soit suffisamment longue déjà. Salut Théo. Non, il n'y a pas de loto, donc bonjour à tous, ça fait 2 fois de suite que je suis là en tout cas. Eh ben, très bien, pas de loto, mais bon, je pense qu'on les aurait pas non plus beaucoup vus. Loto qui a décliné l'invitation automatique. Et bien voilà, avec tout ça, vous avez le programme de ce podcast. Attention au départ, chasse patate, c'est parti! Alors déjà pour commencer, on va évoquer le parcours qui, comme je l'ai dit en introduction, part d'Albanie. Départ qui peut être assez étonnant, il n'y a pas forcément beaucoup de liens cyclistes avec pour l'Albanie, même si on a vu Øygarde Zuppa qui était venu participer au Giro il y a quelques années. Et ensuite, donc 3 étapes, ça part vendredi, samedi, dimanche pour une première journée de repos, histoire de faire le transfert vers le sud de l'Italie sur le lundi. Ensuite, on remontera tranquillement dans la péninsule. Et le gros du parcours, la montagne sera principalement en dernière semaine, avec notamment la 20e étape qui passera par le col du Finestre. Il y a plein d'autres cols redoutables qui seront sur le parcours. Et l'arrivée finale à Rome. Messieurs, vous allez probablement rentrer un petit peu plus dans le détail de ces étapes. Mais globalement, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours, de ce Giro 2025 ? J'ai noté qu'il était plutôt usant. J'ai pas les chiffres exacts de dénivelé, mais les étapes sont globalement, ça monte beaucoup. Enfin, même les étapes, on va dire, de plaine. On est revenu à un dénivelé qui est plus habituel du Giro, parce que l'année dernière, c'était assez light, on va dire, entre guillemets, pour attirer Pogačar. Là, on est revenu à quelque chose de plus traditionnel, entre guillemets, même si on est à un kilométrage moyen des étapes en ligne qui est plus faible que certaines éditions. Donc, ça peut un petit peu jouer aussi. Ouais, après, on a quand même pas mal d'étapes qui approchent ou qui dépassent les 200 km. Ce qui est quand même aujourd'hui un peu plus rare. Et par contre, j'ai noté qu'il y a pas mal d'étapes qui sont un peu peut-être typées baroudeur plus que propices à des grosses batailles pour le général. On n'a pas énormément d'arrivées en haut des cols, ce qui dénote un peu de ce qu'on a pu connaître avant sur le Tour d'Italie. C'est vrai qu'on en a 3. Je crois on a la 7e étape qui arrive à Tagliacozzo, qui est une montée qui fait 12 km à 5,5% de moyenne. C'est pas très redoutable. On a la 16e étape qui arrive à San Valentino, 18 km à 6,1% de moyenne, même s'il y a quand même 2 petits replats redescentes dans l'ascension. Et la 20e étape qui arrive à Sestriere, qui est classée en 3e catégorie. Pas la montée la plus redoutable, mais il y a le Finestre avant. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect qui change un petit peu aussi par rapport au fait qu'on a moins d'arrivées au sommet. Ouais, ça a pas mal d'arrivées, enfin pas trop d'arrivées au sommet, et même du coup quelques arrivées un peu roulantes, enfin qui sont pas loin du sommet, mais qui sont pas forcément très dures, et du coup qui sont, comme Ansel m'a dit, qui sont pas vraiment propices pour des batailles de général, mais beaucoup plus pour des batailles d'échappée. Donc ça, c'est moi en tout cas j'aime bien, parce que ça permet de varier un peu les vainqueurs et même les scénarios, donc c'est assez cool. Ouais, à ce niveau-là, moi le parcours, je suis jamais le plus critique globalement du parcours, parce que j'attends toujours de voir, et je suis pas non plus
j'ai pas d'attente particulière vis-à-vis de ça, mais celui-là, en tout cas, il m'a l'air pas mal. Quoique, enfin, en fait, il est très classique Giro avec une dernière semaine extrêmement dense. Mais les 2 premières semaines semblent assez ouvertes sur pas mal de scénarios différents. Et bah, la 3e semaine, voilà. On verra les gens qui parleront et les moins morts gagneront. Toi, Geoffrey, qu'est-ce qui t'inspire, ce parcours du Giro? Je suis assez curieux de ce que ça va pouvoir donner parce qu'il y a peu d'étapes très difficiles, mais il y a aussi très peu d'étapes tranquilles de transition. Donc, il y a un petit peu des difficultés en permanence. Les purs sprinteurs n'ont pas beaucoup d'occasions par rapport à ce qu'il y a pu avoir ces dernières années. Ouais, parce que Mais même l'étape de plat dans la vallée du Pô, on va chercher des montées au milieu Ouais. pour pas être complètement tranquille à Rampiche. Ouais, ou même la 3e étape. Si on regarde par exemple la 3e étape en Albanie, on termine par une demi-heure de vallée toute plate, mais faut se taper une bonne montée avant. Donc il y a plein de journées un peu intermédiaires. Ouais, les baroudeurs vont avoir l'occasion de se faire plaisir normalement, sur plein de terrains différents. Donc ça sera intéressant à suivre sur ça. Et, oui, comme je disais, pour le général, il y a de quoi faire. Ça manque peut-être un petit peu de chrono à mon goût. Mais bon, ça j'aime beaucoup les contre-la-montre. Il y a en bonus en plus l'étape d'Estrade Bianche qui sera sympa à suivre. Il reprend en plus là vraiment le parcours de la classique du mois de mars. Il n'y a rien de particulièrement original, à part peut-être le passage surprenant par la manière dont le Mortirolo est pris là ici. Ouais, Mais, qui est assez loin de l'arrivée, sans être par le versant le plus dur. bah c'est ça, c'est en général, là ça monte par le versant qui est en général descendu. Mm. Assez loin, parce qu'il reste encore un autre petit truc après. Les petits trucs qui font plaisir avec quelques étapes un peu longues. Il y a 2 étapes de 220 bornes. D'un autre côté, il y a une étape de 160 km, mais qui est celle qui regroupe le plus de dénivelé de la course, je pense. Celle qui arrive à Champoluc, qui en plus n'arrive pas directement au sommet. Enfin, il y a plein de petits trucs intéressants à droite à gauche. Donc dans l'ensemble, ça peut donner une course qui est quand même assez ouverte. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ouverte après, on va voir avec les courses et quand on analysera les équipes. Il y a une équipe qui me paraît bien solide et j'espère qu'ils vont pas trop écraser la course, mais à voir, ouais, c'est pas spécialement ultra hypé par le parcours, mais franchement, vu les trucs dégueulasses qu'il y a eu parfois ces dernières années, là au moins c'est un parcours vraiment moins stéréotypé, donc ça promet d'être intéressant. Oui, puis c'est le Giro, on sait qu'il peut se passer à peu près tout et n'importe quoi. C'est ça, c'est l'avantage du Giro, on ne sait pas la météo à l'avance, l'état des coureurs, comment ils auront passé, la fatigue avec le froid qu'il peut y avoir par moment, on peut se retrouver à avoir une étape de 200 bornes de plaine avec 2 quatrièmes catégories, on ne sait pas pourquoi, il y a une échappée de 12 coureurs qui va au bout. Donc, Bah, c'est le cyclisme romantique. Hein. Toi justement, Anselme, est-ce que ça t'inspire aussi une course ouverte comme Geoffrey? Je pense qu'elle va rester ouverte. Et après, j'ai peur qu'on retrouve un peu les scénarios qu'on a pu avoir en 2022 ou l'année où Roglic gagne avec peu d'écart et de prise de risque avant les étapes 19 et 20 qui font un peu figure de, pas d'épouvantail, mais vraiment d'étapes où tout peut se passer. Enfin, il y a un risque que certains coureurs restent frileux. Pas forcément, on verra sûrement des attaques avant de gars un peu loin qui ont perdu un peu de temps sur le chrono. Mais je pense que les favoris vraiment à la victoire, ils risquent de se découvrir tard dans la course. Oui, parce que le gros est en dernière semaine, avec notamment les étapes 19 et 20 qui sont peut-être les plus redoutables, on va dire. L'étape de Champoluc qui t'enchaîne 3 gros cols, puis le lendemain le Finestré, l'arrivée à Sestrières. Ça peut concentrer beaucoup l'attente, mais du coup ça peut aussi donner pas mal de cartes d'opportunités aux baroudeurs tout au long de la course, d'autant plus que comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'étapes qui sont assez ouvertes. Donc ça peut être ça aussi les baroudeurs auxquels il va falloir faire attention. après, par rapport au fait qu'on sache pas vraiment, enfin, qu'il y a un risque d'attentisme par rapport à la course sur le classement général, comme ça fait en gros 2 ans qu'on se fait chier sur le classement général des grands tours, ça change un petit peu, on va dire. Donc, On avait eu la Vuelta l'an dernier où Ben O'Connor avait mis du suspense, mais bon, c'est vrai que là sur ce Giro, ça peut être un peu différent. ouais, il était relatif, et puis j'ai dit grand tour. J'ai pas dit course de 3 semaines.
Après, de toute façon, après le Giro de l'année dernière, n'importe quoi d'un peu plus ouvert, forcément on prend, mais De ces 3 dernières années même. Parce que l'année dernière, c'était cadenassé par Pogacar. Il y a 2 ans, ça s'est joué sur le chrono final. Mais il s'était pas passé grand-chose avant. 2022, Jai Hindley qui gagne, c'est la dernière étape de montagne. Et ça se regarde avant avec Carapace, je crois c'était. Ouais, c'était Carapace, Donc, qui était maillot rose et qui craque à la toute fin. mais par rapport aux craintes de prise de risque, je me dis, certaines étapes intermédiaires, il peut y avoir un beau bordel selon ce qui se passe, peut-être selon la météo, selon des difficultés qui sont très tôt, s'il y a une équipe qui veut accélérer, ou s'il y a des accélérations qui sont pas nécessairement par rapport au classement général, mais qui créent des cassures et se rendent compte que il y a un favori qui est mal placé et que ça lance un truc complètement fou. Enfin, on n'est pas, ça fait partie des trucs qui peuvent arriver. Je pense les étapes où il y a des cols qui ont des passages bien durs mais qui sont loin de l'arrivée, si l'échappée est pas faite et que ça accélère dans tous les sens, et que la course s'emballe, un favori qui est mal placé à ce moment-là pourrait se retrouver loin et on sait pas à quoi s'attendre. Donc il y a plein d'étapes qui sont vraiment pas pronosticables presque. Ouais. Et à défaut d'un risque d'ennui pour le classement général, si ça attend tardivement, au moins au jour le jour, il pourrait y avoir des trucs vraiment sympas à suivre. Je sais que par rapport à ça, on a par exemple l'étape 11 avec l'Alpe San Pellegrino qui est au milieu d'étape mais qui fait 14 km à 8,8%. Sur l'étape 8, pareil, on a montée de Sassoteto qui est au milieu d'étape, pareil, 13 km à 7,4%. C'est le genre de difficulté qui pourrait rendre l'étape complètement folle et assez imprédictible. Donc on verra ça. Mais justement, pour mieux essayer de visualiser ce qui pourrait se passer et ce à quoi on peut s'attendre, il faut regarder aussi sur les principaux prétendants pour le classement général. Alors, on peut citer beaucoup de noms. Vous, qui est-ce que vous attendez pour la victoire, précisément pour la victoire? Il y a Roglic. 2 noms. Ouais, il y a 2 noms qui sortent quand même. Roglic et Ayuso, j'aurais tendance à dire, qui semblent être les favoris. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a plein d'autres noms, mais pour la victoire, on va dire, si je devais citer pas beaucoup de noms, ce serait ces deux-là, Roglic ou Caruso. Ayuso, pardon. Caruso, non, quand même pas, il est trop vieux. Caruso qui est là, mais il devrait plutôt être équipier d'Antonio Tiberi. On prépare le Giro 2025, pas le Giro 2019. Geoffrey, toi t'es plutôt d'accord là-dessus sur le fait que on semble se diriger vers probablement un duel entre Juan Ayuso et Primoz Roglic? C'est ça, ouais, c'est deux équipes qui sont bien costauds et j'ai envie de dire, je craignais que Roglic se fasse un peu vieux, mais d'un autre côté, il a gagné en Catalogne, donc Face à Juan Ayuso. voilà, mais c'était dans des circonstances un peu un peu particulières, mais sur la montagne plus difficile, Ayuso était au-dessus. Donc bon, il se sera passé plus d'un mois entre les deux courses. Roglic a plus de références sur les grands tours, l'équipe Red Bull est quand même pas mal aussi. Parce que si on liste les équipiers du côté de la Red Bull Borans Group autour de Primoz Roglic, on a Jai Hindley, un ancien vainqueur, Daniel Felipe Martinez qui était sur le podium l'an dernier, mais aussi Jan Tratnik, Gianni Moscon, Nico Denz, Giovanni Aleotti et Giulio Pellizzari. Et du côté de l'équipe UE Emirates autour de Juan Ayuso, on a Igor Arrieta, Filippo Baroncini, Isaac Del Toro, Rafael Maika, Brandon McNulty et Jay Vine et Adam Yates qui seront également présents. Donc, avec ne serait-ce que Adam Yates pour Juan Ayuso et Jai Hindley pour Primoz Roglic, il y a quand même un sacré entourage en montagne pour les deux, quoi. Histoire de finir et avant de se pencher un peu sur le duel qu'on peut attendre entre Roglic et Ayuso, est-ce que justement, Anselme, tu penses qu'on se dirige toi aussi vers un duel entre Roglic et Ayuso, ou il y a d'autres coureurs qui peuvent se mêler à la victoire? C'est les deux que j'ai notés, on va dire, assez logiquement, mais il y en a 2 autres où un peu, on va dire en suspens, un peu inconnus, c'est les 2 frères Yates, de par leur bonus dû à leur équipe. Yates, on l'a vu depuis son passage chez UAE, c'est très très solide. Donc Et, là c'est Adam Yates. Oui, Adam. Et donc Simon, qui était très costaud chez Jayco, en passant chez Jumbo, peut avoir passé un palier où, on va dire,
rattraper un peu son frère. Donc c'est, on va dire, les 2 coureurs un peu de l'inconnu qui seront soit au niveau des autres, soit au-dessus, pourquoi pas, selon les circonstances de course, titiller un peu. D'autant que Adam étant dans la même équipe qu'Ayuso, bah, on a déjà vu des fois le second larron profiter d'un marquage sur son leader pour aller gagner un grand tour. Tu penses à un exemple en tête que tu apprécies Richard Carapace, par exemple. Par exemple, par exemple. Théo, Geoffrey, est-ce que, un peu comme peut l'imaginer Anselme, des coureurs qui sont dans ces équipes UAE et Red Bull Bora, notamment Adam Yates ou Jay Hindley de côté Roglic par exemple, peuvent venir un peu tirer les marrons du feu, profiter d'une opposition qu'il y a entre Ayuso et Roglic? C'est bizarre parce que autant Hindley, je pense pas qu'il puisse. J'arrive pas à l'imaginer s'en sortir, tirer les mains du feu. Autant Adam Yates, ça dépend de son niveau, mais en fait, il y a tellement de densité chez UAE que t'enlèves Adam Yates, ça fait un train en montagne sans aucun souci et tout le monde pète avec Jevine, tu vois, ou McNulty ou Amaika. Du coup, Del il Toro. peut ou Del Toro, enfin voilà, bon peut-être pas Arieta et Mancini, mais on verra. Mais du coup, Adam Yates, il peut avoir enfin, ça dépend comment ça va être mis en place, mais il peut avoir ce rôle de second leader qui peut tenter de partir désorganisé, enfin selon les scénarios. Et ça, peut-être, ça va dépendre de son niveau évidemment et de ce que décide de faire. Geoffrey, avant de revenir sur Ayuso Roglic individuellement, est-ce que l'aspect tactique, bataille d'équipe peut être suffisamment important sur ce Giro? J'y crois pas plus que ça. UAE, je les vois pas courir tactique. Je les vois y aller en bourrin, rouleau compresseur en montagne comme d'hab. Et puis après, Ayuso qui termine. Je vois vraiment Adam Yates comme dernier équipier et sans spécialement qui joue sa carte. Quitte à ce qu'il y ait quelque chose d'autre qui se passe, j'imagine plus ça chez Red Bull, mais j'imagine plus ça chez Red Bull si Roglic tombe à un moment et du coup finit pas. Un changement après. Jay Hindley, il n'y a rien eu de transcendant dernièrement. Et je le vois pas venir contester le leadership à Roglic directement. Maintenant, les quelques Jiri où il a bien performé, à chaque fois c'était sa spécialité, à pas spécialement être attendu aussi fort que ça, et puis se retrouver à être une fois dans la lutte pour la gagne jusque quasiment au bout, une autre fois à le gagner. Donc je sais pas spécialement quoi m'attendre par rapport à Hindley. Donc quitte à avoir une inversion un petit peu des rôles, je l'imagine plus chez Red Bull, même si je pense quand même qu'Hindley et Daniel Felipe Martinez seront en équipier modèle pour Roglic. Surtout en plus, Daniel Felipe Martinez a encore bien en tête le rôle qu'il avait comme équipier modèle quand il était chez Neos. Ouais, quand il permet à Bernal de gagner en Ouais, 2021. J'ai l'image, j'ai plus l'étape précise, mais l'image où il se retourne, il l'encourage, allez, vas-y. C'est la meilleure image qu'on puisse faire d'un équipier, là. Dans tous les sens du terme, hein, moral et physique. Hein. Mais par rapport à l'équipe Red Bull, je pense pas. Le style de course de Primoz Roglic, je crois que ça va plus être sur la défensive, ou à la limite, si ça bouge, ce sera peut-être dans une étape un peu plus intermédiaire, là où il peut espérer peut-être rivaliser avec Ayuso, ou prendre du temps par rapport à des circonstances de course particulières, mais sur la haute montagne, je les vois pas tenter quelque chose de particulier, Red Bull Bora, et UAE nulle part, je les vois tenter autre chose que du bourrinage. Après, justement, par rapport à l'affrontement qu'on a vu entre Roglic et Ayuso au Tour de Catalogne cette année, qui est d'ailleurs le seul vrai affrontement qu'on a pu voir entre les deux, parce que sinon la seule course par étape qu'ils ont terminé tous les deux, c'était la Vuelta 2023 avec le triple et jumbo, et Ayuso qui fait quatrième, je crois, mais il y a plus 3 minutes derrière. Est-ce que le Tour de Catalogne qu'on a eu là en mars, remporté par Primoz Roglic, notamment sur la dernière étape, peut pas donner un indicateur de ce qu'on peut voir sur ce Giro, à savoir très serré en montagne entre Roglic et Ayuso, mais où ça se décante sur des étapes un peu intermédiaires, comme suggéré par Geoffrey? C'est possible en fait, c'est possible, mais enfin, je trouve que c'est compliqué parce que je trouve que depuis la Catalogne, il s'est quand même, enfin, les niveaux de forme je pense, ont bien changé, etc. Donc on peut en tirer quelques enseignements, mais est-ce que de là à dire que ça risque de jouer comme ça, je sais pas. J'irai pas jusque là en tout cas personnellement, mais
quand ils seront en train de faire les étapes pièges où ils peuvent essayer de prendre du temps, etc., on n'aura pas encore eu les étapes de montagne. Et du coup, c'est difficile pour un coureur d'essayer de tout tenter, de tout perdre. Enfin, pas de tout perdre, mais en tout cas de prendre un peu d'avance sur des étapes comme ça en se disant que dans une semaine, il y a le Finestré à monter. Donc, c'est à cause de ça où j'aurais tendance à dire que j'ai du mal à le voir, Roglic ou même un Ayuso, tenter ce genre de choses. C'est que l'agencement du parcours, le fait que la montagne soit à la fin et qu'il n'y ait rien ensuite après Champoluc Finestré, ça tendrait à se dire qu'ils vont plutôt se regarder pour toi. Oui, se regarder ou tenter sur des montées sèches, des trucs, mais des gros coups ou des grosses, je sais pas, des grosses tentatives dans une descente avec du plat après, etc. Ça, j'ai un peu plus de mal à le voir. Mais j'aimerais bien qu'il me fasse mentir. Anselme, comment est-ce que t'arriverais à jauger l'écart, les différences qu'il y a entre Primoz Roglic et Juan Ayuso sur les différents terrains qu'on va avoir sur ce Giro? Je sais plus lequel des deux l'a dit, c'est si Roglic reste sur son vélo, parce que Ça c'est dire Geoffrey. ça, Ça c'est Geoffrey. ouais, c'est ça. C'est ce qui me semblait. Mais pour moi, on va dire c'est un peu la plus grosse faiblesse de Roglic, de régulièrement être pris dans des chutes. Donc surtout qu'on sait que le Giro, ça peut être pas mal de routes humides, des descentes techniques, tout ça. Donc ça joue en cette défaveur. Après, sur les jambes, je pense que sur les étapes intermédiaires, Caspat, les deux coureurs seront assez proches, peut-être même un petit avantage à Roglic. Mais en haute montagne, j'ai toujours un peu de réserve sur Roglic, qui est capable d'être très fort et d'autres fois d'être beaucoup plus en retrait. T'as plus confiance en Ayuso au niveau de la haute montagne en tout cas du coup? Ouais. Après, il se retrouve là à jouer la gagne. Alors certes, il a déjà fait des podiums de grand tour, mais là, il arrive vraiment dans la peau d'un favori. Donc à voir après aussi comment il gérera ça. Je pense qu'on a un duel assez équilibré, mais c'est toujours un peu l'inconnu parce qu'on a un coureur, on va dire, vieillissant et un jeune coureur qui débarque. Donc des deux côtés, on va dire, il y a des facteurs qui rendent un peu plus aléatoires les prédictions. Après c'est que par rapport à Juan Ayuso, en tout cas sur les grands tours, il avait fait troisième de son premier grand tour, c'était la Vuelta 2022 où il était passé pro à peine un an plus tôt. 2023, il est au départ de la Vuelta, il fait quatrième derrière donc le triplé des Jumbo. Et l'an dernier, il est au départ du Tour de France, mais au service de Tadej Pogacar, et il doit abandonner en cours de route. D'ailleurs, pour l'anecdote, sur la même étape, sur l'étape à laquelle ne prend pas le départ Primoz Roglic, comme quoi il y a peut-être un lien vraiment assez profond entre les deux, mais il y a peut-être aussi cette découverte entre guillemets pour Ayuso de prendre le départ d'un grand tour en étant le seul leader de son équipe, parce que sur la Vuelta 2023 il y avait Almeida aussi à ses côtés. Là sur le papier, Juan Ayuso c'est le leader numéro 1 de l'équipe UAE, donc il y a aussi peut-être cette découverte pour lui qui peut pencher dans la balance. Bah, je pense, et au final, c'est peut-être sa faiblesse, ça peut être Adam Yates. Parce qu'on l'avait vu l'année dernière sur le Tour de France où son sens du sacrifice semblait énerver certains de ses coéquipiers. Et je sais qu'on a une époque, on avait parlé de se demander s'il était vraiment capable de se sacrifier pour les autres. Et en arrivant ici en leader, imaginons que suite à un scénario de course, bah, ce soit Adam Yates qui soit en position de gagner ou que Adam Yates prenne le rose. Et bah, je sais pas si on pourrait totalement se reposer sur Juan Ayuso. Bon après du coup ça voudrait dire que dans ce cas-là Ayuso serait plus le leader de l'équipe, donc ça Oui, changerait un peu les choses. Mais oui c'est vrai qu'on a cette image de, je crois que c'était dans le Galibier l'année dernière que où je crois que c'est Almeida ça, ouais. était un peu en train d'engueuler Ayuso de dire bah, viens rouler. Bon au final Ayuso n'avait pas pu finir le tour. Donc au final Geoffrey, est-ce que c'est à dire que ce Giro entre Primoz Roglic et Juan Ayuso il va se jouer sur sur des détails peut-être limite à quelques secondes? Si ça joue quelques secondes, c'est qu'au moins on a un truc qui est tendu, qu'on a des scénarios de course intéressants. Mais j'y crois pas plus que ça. Je pense vraiment que sur les étapes très difficiles, Ayuso fera la différence encadrée par UAE et qu'il gagne le Giro avec une avance confortable. J'espère me tromper. J'espère qu'on aura des étapes intéressantes et qu'on aura du suspense. Mais je pense que le crescendo qu'il va y avoir après et certaines grosses étapes
où il y a vraiment un enchaînement. Par exemple, les deux montées dans l'étape de reprise en troisième semaine, où l'enchaînement, Saint-Pantaléon, j'ai toujours du mal avec celui-là, joue, et puis la petite montée finale vers Pampelune, ou juste le Sestrière, le Finestré tout seul vers Sestrière. Je pense que ça suffit à ce que étouffe tout le monde. Donc pour toi, c'est avantage Ayuso et ça serait ton prono pour la victoire finale. Ouais, par rapport à la manière dont les étapes s'enchaînent, si on avait un tracé différent avec des étapes pour renverser un petit peu la course après, peut-être que Roglic aurait eu plus de chance, mais là, je pense pas que. Je vois pas Roglic anticiper justement une potentielle perte de temps ensuite. Et je pense que c'est ça qui risque de faire la différence par rapport au collectif UAE. Et contrairement à 2023, il n'y a pas de chrono après la montagne pour venir compenser le retard qu'il pourrait éventuellement avoir. Même si Juan Ayuso est aussi un excellent rouleur. Hein. Ouais, voilà, je pense que Ayuso est même meilleur rouleur que Roglic maintenant. Et puis bon, par rapport à 2023, le chrono de 2023. Oui, c'est pas un chrono bon. classique. C'est sûr. Théo, ça serait quoi ton pronostic de ton côté pour la victoire de ce Giro? J'aurais tendance à dire Ayuso si je devais dire celui qui a le plus de chances de gagner, mais pour histoire de changer un peu, parce qu'on aime bien changer un peu dans nos pronostics quand même, je vais dire Tiberi. Oh, Tiberi, comme ça. Un coureur qu'on n'a pas encore cité, ok. On Bon. n'a pas parlé, mais je sais pas, il a une équipe qui est pas mal, si Caruso se met à son service et Bilbao aussi. Il a montré qu'il savait bien rouler, donc sur les chronos ça devrait aller, et en montagne, normalement il est pas mauvais, donc pourquoi pas. Ok, je note, on va revenir là-dessus après, mais Anselme, pour finir, ton pronostic pour la victoire sur ce Giro, ça serait pour qui? Richard Carapaz. Richard Carapaz, ok, donc vraiment personne n'a envie de le citer, Primoz Roglic. Bah, écoutez, tant qu'à faire, moi je vais y aller. Hein. je vais citer Primoz Roglic et puis on verra à la fin de ce Giro qui aura eu raison. Donc Richard Carapaz pour Anselme, Antonio Tiberi pour Théo. Tiens Anselme, parce que Théo a expliqué un petit peu pourquoi il misait sur Antonio Tiberi. Pourquoi toi Anselme, tu te dis Richard Carapaz il va aller gagner un deuxième Giro cette année? Alors que quand j'ai demandé tout à l'heure, est-ce que quelqu'un pouvait venir se mêler au duel, tu m'as cité les frères Yates, c'est pas du tout Richard Carapaz. Oui, mais parce qu'il y a, on va dire, il y a l'analyse la plus logique et la plus partiale, et puis il y a le choix, on va dire, où l'affect rentre en jeu, où Carapaz est quand même un très bon coureur de grand tour qui reste sur un top 5 sur la Vuelta après un Tour de France hyper actif et le maillot à pois, qui fait partie des tout meilleurs grimpeurs, qui sait gagner un grand tour et qui donc on peut espérer qu'il se mette à la lutte, qu'il se mêle à la lutte. Je vais y arriver. Et donc moi je pense que, outre l'affect, je pense vraiment qu'il peut gagner le Giro. Et donc son début de saison où il fait 18ème de Tirreno Adriatico et 10ème du Tour de Catalogne, ça ne t'inquiète pas, Carapaz. et pour toi sur un grand tour c'est pas le même Carapaz? Non, c'est pas. L'année dernière, il avait fait. Il a fait quoi? Il avait abandonné Tirreno, il avait fait 7ème au Romandie et abandonné le Tour de Suisse avant son Tour de France. Et il enchaîne avec une 4ème place sur la Vuelta. Carapaz, c'est pas forcément le coureur le plus régulier. Donc, moi, ça m'inquiète pas vraiment. Bon Geoffrey, j'ai l'impression que tu vas servir un petit peu d'arbitre pour les propositions autres d'Anselme et Théo. Comme ça, Richard Carapaz, c'est un nom qui peut te sembler probable, ou c'est juste qu'Anselme aime un peu trop les coureurs sud-américains? Bon, Richard Carapaz, j'y crois vraiment pour le classement de meilleur grimpeur. Avec plusieurs échappées en haute montagne, à anticiper à partir de loin. Oh. Non, je pense qu'il peut être dans le coup, mais je le vois quand même en dessous des autres. Maintenant, voilà, quitte à citer un autre nom, j'aurais pas pensé aux deux qui ont été dit, quitte à lister quelqu'un d'autre pour le général, pardon. Je me disais, ouais, Ciccone, pourquoi pas. Mais sans y croire plus que ça non plus. Est-ce que Giulio Ciccone, il serait temps que la roue tourne enfin pour lui sur les grands tours? Ouais, parce que là, tu nous sors un gars qui a jamais fait top 10 sur un grand tour quand même. Donc, Ouais. Ouais, mais qui a fait top 11. Ouais. Alors, certes, c'est la marque des plus grands.
Mais quand Tu même. parlais de cyclisme romantique, tout ça. Le jeté de lunettes. Ah non, par contre, c'est vrai que Chicone, c'est un magnifique ambassadeur du cyclisme romantique. Ah oui, ça. Mais bon. Bon, c'est vrai que Chicone, il y a aussi le côté où il a jamais été verni sur les grands tours quand il jouait de général. Faudra voir si ça tourne enfin ou si définitivement il se contente entre guillemets de jouer les étapes, classement de la montagne, tout ça. En tout cas, ça jouer les étapes, classement de la montagne, il a montré qu'il savait bien le faire, donc ça peut être un coureur intéressant. Euh, Juste pour évoquer aussi Antonio Tiberi qu'a cité Théo. Geoffrey t'a cité Ciccone, mais Tiberi c'est peut-être la meilleure chance italienne et on peut se dire qu'on y croit vraiment après le Giro qu'il avait fait l'année dernière notamment. Sur des étapes où les favoris se regardent, il pourrait jouer les francs-tireurs, mais sinon, je le vois pas vraiment être à la lutte. Je vois vraiment Ayuso et Roglic dans une autre catégorie par rapport aux autres. Mais sinon, du coup, alors vous avez réussi à me citer plusieurs noms, Tiberi, Carapace, les frères Yates, Ciccone. On peut aussi, on avait cité aussi Jay Hindley par exemple. Je peux rajouter du Mikel Landa par exemple, ou aussi une doublette chez Ineos, Bernal Arensman, voire Derek Guy chez Israël Premier Tech. Est-ce que ça veut dire tout ça et j'ai peut-être aussi probablement oublié des noms comme un David Gaudu aussi, quoi, qu'il faut pas oublier. Michael Storer. Michael Storer, tout à fait. Est-ce que ça veut dire que même si on s'attend principalement à un duel entre Primoz Roglic et Juan Ayuso pour la victoire, derrière ça va quand même rester très ouvert? Très ouvert, et puis c'est le Giro, donc on va avoir des mecs qui vont faire dans le top 10 alors que même en ayant regardé la course pendant 3 semaines en intégralité, il est 9ème, lui. Comment il a fait? D'où il sort? Donc, ou quand on revient dessus 4, 5, 10 ans après, il a fait top 10 d'un grand tour, lui. On en a à chaque fois, donc c'est le côté sympa du Giro. Et donc, qui est-ce que ça sera cette année? Vas-y Théo. Non, et je trouve que, enfin, je suis d'accord avec ce que tu disais, Mathieu. C'est vrai qu'il y a quand même une assez grosse densité derrière les deux noms qui ressortent. De coureurs qui ont vraiment des trajectoires assez différentes et étant donné que, comme Geoffrey l'a dit, c'est le Giro, il y a quand même pas mal de surprises. Il y en a qui vont être pas du tout en forme. Enfin, même c'est pas mal le Giro, c'est un grand tour globalement. Donc il y en aura qui seront pas autant en forme que prévu, d'autres qui seront plus en forme, etc. À ce niveau-là, il y a quand même des surprises à attendre et même peut-être qu'il y a un monde où Ayuso et Roglic ne sont pas si forts que ça et que ça se tape avec tout le monde et là ça peut être très chiant ou très cool. Parce que ça peut faire des sprints de côte ou ça part de très très loin. Oui, on peut s'attendre à tout et il y a le côté où c'est pas Pogacar, Vingegaard et Evenepoel, donc certes, c'est Ayuso, Roglic sur le papier, ils sont au-dessus, mais ils sont pas 3 jambes au-dessus C'est ça. on peut s'attendre à tout quoi. Ils auront pas 10 minutes d'avance sur le reste. Donc, Normalement non, mais on verra. Normalement, on verra ce qui se passera. Le Giro est toujours imprévisible et puis c'est la première fois qu'on va le dire, le Giro est très long. Avant d'évoquer les coureurs français, j'avais rapidement cité David Gaudu, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On va évoquer les sprinters qui auront plusieurs étapes à se disputer. Déjà comme ça rapidement, combien d'étapes pour les sprinters qui peuvent revenir aux sprinters sur le parcours de ce Giro? Il y a pas mal d'étapes qui peuvent être assez... Qui peuvent, C'est il y en a annulé. potentiellement pas mal, mais le problème c'est qu'il y en a combien qui vont y arriver. Il y a Il y un en a vrai 8 doute là-dessus, et c'est directs. ça qui est bien par rapport aux étapes qui ont été construites sur ce Giro. C'est qu'on ne sait pas, enfin il y en a beaucoup où il y a un doute, est-ce que les sprinters vont aller au bout ou pas? Anselme, j'ai cru que tu avais sorti un chiffre. Ouais, je dirais, il y en a 8 techniquement où si tout s'aligne, ça peut terminer au sprint. Mais on aura 4 ou 5 sprints massifs max, je pense. Oh, t'es... Ouais, mais même ça, moi je trouve ça un peu gentil. Ouais, mais moi Enfin, j'aime le en fait, sprint, donc j'ai envie d'y croire. j'aime beaucoup le sprint et j'en vois 8 aussi au maximum. Mais par contre, je me dis, s'il y en a 2, c'est possible. Enfin, Alors, Rome, c'est sûr. Bah, Rome, oui. Rome, Et c'est après, sûr. il y en aura un autre. Enfin, peut-être l'étape 6, moi je pense. À l'étape 3, tu vois, je me dis, ce sera peut-être pas un sprint avec tous les sprinters, mais vu que tu auras tout le monde encore, il y a Ça moyen dépend, que... Ah, il y a quand même un col de 10 bornes à 7% quand même. ça dépend qui Ouais, reste. mais S'il reste un Pedersen, ouais, ça va peut-être regarde rouler pour Pedersen lui. sur Paris-Nice, ce qu'il a montré Ouais, là, mais troisième jour.
en lendemain de chrono que les gars auront fait la moitié l'auront fait en dedans. Et avec les équipiers, il suffit que ça lisse un peu dans le col et que ça bombarde ensuite. Et après, ça dépendra qui aura devant, tout ça, du scénario. Ça... Non, mais c'est possible, bien sûr. Hein. La 4, mais... ce Ah non, sera un t'as sprint, l'étape je pense. 4. Étape 4 à sprint, ouais. Ouais, donc t'en as Et la peut-être 4. 3. Ouais. Et la Et- 6 à Naples. Ça fait quoi du coup Mais non. l'étape 4 à Lecce, peut-être la 5, puisque Matera c'est là où Arnaud Démare avait gagné dans un sprint. Alors ils étaient une soixantaine, mais il avait gagné au sprint. Une très belle victoire du français La 12, 2020 je crois de mémoire. L'étape 6 à Naples. En fait, ça dépend ce qu'on entend par sprint massif, mais Viadana, mais- ça peut être un sprint. ouais, pas en sprint sûr. massif, ouais, Viadana, ça devrait l'être quand même. Ouais, donc donc plutôt 3 ou 4 quand même. L'étape 12. Peut y avoir un doute sur l'étape 14 avec le passage en Slovénie et l'arrivée à Nova Ouais, il Gorica. y a des gars qui peuvent ressortir, tout ça. Là, c'est typiquement le genre d'étape où il peut tout se passer. Après, la dernière semaine, l'étape 18, c'est typiquement l'étape où une échappée va prendre un quart d'heure. Ouais, et, ils vont être 30 devant, mais ça ira au bout. Mais après, on dans la finit même avec idée, Rome. il y a l'étape 13 qui va probablement être une arrivée massive, mais vu que c'est sur un dernier kilomètre qui est à 8%, bah, Non, mais ça, c'est une arrivée de la coûte Vuelta. cher. C'est Un pas un sprint sprint, massif c'est une arrivée de la Vuelta, Vuelta, c'est ça, c'est ouais. différent. Ouais, on finit avec 750 mètres à 10% de ce que je vois sur les profils de Giro, en tout cas. Ouais, donc Roglic et Ayuso, ça peut gagner quoi. Ouais, mais ça va être, Mm. ça peut être, c'est aussi une arrivée massive, mais complètement différente. Ah oui, Donc, tout à fait. Il y a vraiment de tout, en fait. C'est ça qui est. Après, il y a quand même quelques petits taquets pour épuiser un peu d'autres gars, tout le monde avant. Donc, je sais Ouais, pas si on enfin, sera. C'est pas des taquets trop méchants non plus. Oui, mais enfin, c'est c'est la juste- 13e étape. Il y a la moitié des gars qui vont se relever parce que ils auront rien à jouer dans le sprint. Enfin, tu vois, ils arriveront pas à 150. Bon, en tout cas, il y a pas mal d'étapes assez ouvertes, mais si on regarde vraiment les sprints massifs, entre purs sprinters, entre grosses cuisses, c'est pas une étape où ça va jouer au sprint et Roglic s'impose devant Ayuso. Du côté des vrais sprinters, des purs sprinters, parmi ceux qui sont au départ, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui se détachent du lot selon vous? Moi, j'ai noté. Bon, même si son sprint, ça semble compliqué cette année, j'ai noté Van Aert et Pedersen. Enfin, c'est les deux qui, pour moi, peuvent ramener le cyclamen, on va dire. Ah non, Ah, Le toi, c'est cyclamen, mais pas pur sprinter du coup. Voilà, Pedersen, pour moi, c'est pas un pur sprinter, mais c'est un favori au classement par points. Ouais, mais enfin, je suis désolé, là, il peut gagner un sprint massif sur ce Giro. Ouais, mais il y a par exemple Van Aert, il y a Olaf Koy. oui, c'est la question que j'allais te poser. Ouais, C'est-à-dire que mais, toi, tu crois le plus truc, c'est- en Wout van Aert qu'en Olaf Koy pour les sprints de ce Giro? Bah, Non, moi, j'ai ça- peur que, à la rigueur, il va en faire deux, Olaf Koy, mais j'ai peur que sur certaines étapes, ils soient un peu Ouais, justes. mais Olaf Koy, il peut en faire 2, mais gagner les 2. Alors que Van Aert, il peut en faire 8 et en gagner aucun. Ah bah aussi. Après, s'il fait deux à chaque fois, sur 8, il est peut-être plus à même de remporter le cyclamen. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la question cyclamen. Et après, il y a la question Des en victoires sprint d'étape. sprint pur, qui va gagner les gros sprints massifs, quoi. Et bah, je dirais Bennett et Grove. Ah, donc toujours pas Olaf Koy. T'as vraiment une dent contre lui. Ouais, c'est pas que j'ai une dent contre lui, c'est que, ouais, je sais pas, en fait. Enfin, j'arrive pas à le voir comme un. Je me dis pas, ah ouais, ok, c'est Olaf Koy. Ouais, il peut gagner. Enfin bon, à Oman, il a gagné contre Bittner et Blikra, et Nisolo et Olar. Donc, bon. Et à Tirreno, il a dû gagner une étape, ouais, c'est un peu mieux. On va Ouais, rappeler, enfin non. on va rappeler que l'an dernier sur le Giro, c'est le seul coureur à avoir hors Merlier et Milan à avoir gagné un sprint. C'était à Naples sur la 9e étape avant qu'il doive abandonner. Ouais, et puis il éclate tout le monde à Hambourg aussi niveau sprint. Donc, Ouais, mais j'y crois pas. C'est pas- Bien l'impression de voir ça. En effet, Anselme, Ouais. toi Geoffrey, Olaf Koy, t'y crois davantage et sur qui tu miserais pour les victoires d'étape? en tout cas, j'y crois doublement davantage parce que tu dis il gagnait sur le Giro, mais j'ai souvenir qu'il était très bon déjà au mois de mai il y a 2 ans aussi sur les 4 jours de Dunkerque. C'était autour d'un autre maillot. Oui, bah, Rose, dans ce mais- cas-là, Bennett, l'année dernière, les coureurs Ouais. de Dunkerque. Mais voilà, ouais, moi je vois Koy, Bennett et sans le voir vraiment en tant que favori, chez les purs sprinters, parce que je classe pas Mets Pedersen dedans, même s'il va clairement être dans le coup et pour moi favori pour le classement par points. Je suis très curieux des sprints que pourrait faire Matteo Moschetti. J'allais justement parler. Ah oui, même chez si- 36.5. Quitte à citer un sprinter qui irait pas au bout du Giro parce que trop dur après, mais qui est capable d'en claquer une sur la première moitié de course, je suis vraiment curieux de ce qu'il va faire sur ce Giro. Bah, à ce niveau-là, moi, j'ai aussi Garben Tyson.
qui risque de Ouais. pas le finir, mais en sprint pur, il peut se démerder. Après, cette saison, il est pas dingue, mais Est-ce on que, verra. alors, avec tous les noms que vous avez cités, est-ce qu'un Milan Fretin, du côté de la Cofidis, peut aussi être un nom intéressant? Parce que Milan Fretin n'a jamais couru le Grand Tour, mais il fait un sacré début de saison, où il a remporté notamment une étape en Algarve, la classique d'Almeria et le Tour du Limbourg. Ah, clairement, hein. Il a un shot pour gagner une étape, je pense. C'est pas le favori qui vient de premier abord, enfin de prime abord, mais genre à un moment il est bien placé et au moment et où il a les jambes et ça, franchement il peut la gagner à la pédale sans aucun souci. Donc dans l'ensemble, au niveau des vainqueurs d'étapes potentiels, pour vous, il y a beaucoup de monde qui peut prétendre à remporter un sprint sur ce Giro, et donc sur le papier, c'est assez ouvert Ah, et puis on n'a pas cité Paul Magnier aussi dans le lot. aussi. Et il y Mais a, il y a plus de sprinters qui peuvent gagner une étape que d'étapes pour sprinters. Donc, Oui, ça c'est très vrai. Bah, en gros, pour Ouais. moi, c'est Olaf Koy qui est le favori, le premier favori, en tout cas en termes de pur sprint massif. Mais en fait, déjà, c'est pas l'assurance tout risque non plus. Et derrière, en fait, il n'y a pas de nom qui se détache. Alors, certes, il y a peut-être un Bennett, il y a quelques noms Groves qui est pas mal, Fretin, pourquoi pas, mais ils sont pas. C'est pas des gens que. C'est pas comme l'année dernière où t'as Milan, il va gagner tous les sprints, quoi. Enfin, quasiment, avec Merlier et Koy qui en a gagné un, mais. Et où vraiment, c'est quelqu'un qui. Tu sens que chaque étape, il va être là à gagner. Donc c'est pour ça que ça va être ouvert et bon, on verra comme Geoffrey l'a dit, il y a beaucoup plus de prétendants que d'étapes, donc force à eux. Et justement, par rapport à ça, je me suis noté une stat à la con. Ça va vous plaire. Depuis 2018, en année paire, un sprinter remporte au moins 3 étapes, et en année impaire, c'est pas le cas. C'est maximum 2 victoires d'étape pour pour un même coureur, un même sprinter. Est-ce que cette année, la stat elle va se poursuivre, c'est-à-dire qu'on n'aura aucun sprinter qui va remporter au moins 3 étapes? Bah, vu le nombre de sprints qu'il va y avoir, c'est c'est Mats, improbable. Mats Pedersen peut en gagner 3, mais pas que Ouais, de Mats sprint Pedersen, il peut en massif. gagner Ouais, 3, mais mais zéro sprint massif. Mais zéro sprint massif. c'est un sprint en comité réduit, 2 échappées. Il est capable de tout, Mats Pedersen. Qui donc Il est arrivé au sommet, peut-être. Donc du coup, Mats Pedersen, pour vous, c'est peut-être le favori numéro 1 pour le maillot cyclamen? Et pour le maillot rose, il y a de la neige du coup. Bah, avoir la forme de Sam Bennett et sa régularité dans les sprints massifs, parce que le barème qu'il y a enfin, si Sam Bennett cartonne sur les quelques sprints massifs et éclate tout, il peut Bah, ça prendre dépend de beaucoup Van Aert points aussi. là-dessus. Parce que Van Aert, c'est celui qui a le profil pour venir embêter Pedersen sur tous les terrains aussi. Je crois vraiment que Van Aert, il vient sur le Giro comme objectif, maillot cyclamen. Franchement. Bah, étant donné qu'il est pas capable de gagner le monument, faut bien qu'il gagne des trucs. Ouais, mais je le vois plus gagner des étapes que viser le cyclamen, quoi. Bah ouais, mais en fait, le truc, c'est que s'il gagne rapidement 1 ou 2 étapes, et bah le cyclamen, ça va forcément Oui, mais je le devenir vois pas un gagner objectif. rapidement 1 ou 2 étapes. Pour moi, le seul truc, c'est si Simon Yates est à la lutte pour le maillot rose, et là, du coup, Van Aert risque d'être réquisitionné. Mais sinon, Oui, je pense qu'il sera dans la lutte pour le cyclamen. Il fait je podium pense du Van Aert, cyclamen, c'est sûr. équipier modèle toute la première semaine, rouler pour Coy dans le sprint, rouler pour Simon Yates en montagne et carte blanche dans l'étape de Sienne. Moi, je pense qu'il a sa carte sur la Mais première étape. Et s'il gagne et qu'il prend le maillot rose, et bah du coup, ce sera différent. Même la 3e étape, hein. Ouais, aussi. C'est- Même la 2e en soi, hein. Il peut faire un 2-3. En tout cas, bon, pour Van Aert, vous êtes relativement confiant quand même quant à ses capacités au sprint. Ce qu'on a vu là sur la période de classique où non. il lui manquait un peu d'explosivité, qu'il n'avait pas pu forcément beaucoup travailler pendant l'hiver à cause de sa chute. Donc pour vous, ça vous semble pas un problème, même si Olaf Koy, Et si. bien évidemment, est en priorité pour les sprints. En fait, ça serait un problème pour gagner, mais par contre, il s'est très bien frotté, il sait bien se placer, donc même s'il a plus l'explosivité, il peut faire 6 de tous les sprints massifs, et du coup rester en lice quand même pour un cyclamen avec les autres étapes. Mais avec Koy, Si moi tu je fais vois qu'il 6 au fera sprint 6, hein. massif, t'es loin pour le cyclamen quand même, parce que la victoire, c'est victoire d'étape sur le plat, en tout cas, c'est 50. 50 points, et la 6ème place, c'est 12 points. Ouais, bah en fait, ça dépend. Ouais. Ouais, mais ça dépend qui gagne en fait. Ouais, bien Si sûr. c'est Sam Bennett ou même je sais pas moi, Gerben Tyson ou Milan Fretin ou des gens qui ne vont pas gagner sur d'autres Ou profils. Lonardi. Ouais, mais Lona, oui, Lona. Tu vas vraiment chercher bah, loin, du coup, Sam.
Ouais, je pense que le Bah, meilleur indice, c'est le sprinter qui sera toujours placé, lancé idéalement, mais incapable de gagner, même s'il est en tête à 150 mètres, comme au Tour de Turquie. Et j'avais envie de le placer, mon meilleur indice. Vas-y Théo. Non, mais du coup, pour moi, genre, c'est 40, enfin, c'est 38 points de retard, même s'ils les accumulent 3-4 fois dans un truc, ça sera sur pas toujours le même coureur. Enfin, si c'est toujours le même coureur, peut-être que l'autre va gagner, mais ça sera pour moi pas toujours sur le même coureur, et il les rattrape sur toutes les autres étapes. Ça, c'est dans le cas où il joue le cyclamen, et il y a un monde où en fait juste il joue pas, et bon, bah, ils s'en foutent. Ouais, je pense justement qu'il s'en fout et le barème fait que ce sera pas pour lui et qu'il sera plus là pour équipier dans certaines étapes. Il aura quelques étapes qui seront pour lui et il est capable d'aller en gagner au moins deux. Ah, tiens, justement, pour le maillot cyclamen, je vous avais pas noté ça dans le conducteur pour vous poser la question, mais tant qu'à faire, je vais vous la poser. Geoffrey, toi, ton prono pour le maillot cyclamen, le classement par points, ça serait Mats Pedersen, j'imagine? Pedersen, ouais. Anselme? Bon, je vais dire Sam Bennett, du coup. Et Théo? Paul Magnier. Ah, Paul Magnier, très bien. Et bien justement, magnifique transition, ça va nous emmener sur les coureurs français. Ils sont une douzaine, je crois, au départ de ce Giro. Je vais rapidement vérifier. On a 13 coureurs français précisément qui sont au départ de ce Giro, je vais tous vous les lister. Pour la Groupama FDJ, Enzo Paleni, Clément Davy, David Gaudu, Rémi Rochas et Quentin Paché. Pour la Cofidis, on a Nicolas Debeaumarchais et Anthony Pérez. Pour l'équipe Arkea BNB, Simon Guglielmi et c'est tout. Pour la Décathlon AG2R La Mondiale, Nicolas Prodhomme, Dorian Godon et Geoffrey Bouchard. Et du côté des équipes étrangères, nous avons Paul Magnier chez la Soudal Quick-Step, qui est le plus jeune français en lice, et à l'opposé, Romain Bardet pour la Picnic Postenel, qui va disputer son tout dernier grand tour. Vu qu'on parlait de Paul Magnier justement, est-ce que pour vous, il peut venir remporter une étape sur son premier grand tour? Oui. Oui. Ok. Avec ce qu'il a montré en début d'année, c'est possible. Après, avoir son niveau de forme, parce que là, il s'est préparé spécialement pour le Giro, donc on verra s'il a bien planifié son pic de forme, mais si c'est le cas, clairement. Oui, on va rappeler ce qu'a fait Paul Magnier sur le début de saison. C'est une victoire d'étape à l'étoile de Bessèges, 3 podiums à la Figueira Champions Classic, à l'Omloop Newsblad et au Samin, et une 4e place sur la 4e étape de Tirreno Adriatico. Est-ce que le fait de découvrir le Grand Tour, ça peut venir poser une interrogation, ou pour un sprinter, c'est pas trop un problème? Non, il va être face à les personnes qui ont l'habitude d'essayer de battre, donc je pense pas que ça lui pose problème. Et quitte à rappeler les résultats de Paul Magnier, on peut aussi rappeler le Giro des jeunes qu'il fait l'année dernière. Oui, J'allais tout à dire le fait. Baby Giro, mais ça s'appelle plus comme ça depuis longtemps, c'est Giro Next Gen, c'est ça maintenant? Oui. Je crois que c'est ça maintenant. Ouais. Il avait remporté 2 étapes. Donc je pense que je serais vraiment pas surpris s'il va gagner une étape. Ou même plusieurs. Ou même c'est ce encore qu'on plus. disait, Hein. plein de sprinters, donc... Ouais, mais même peut-être encore plus, parce que Théo, tu le mettais comme ton pronostic pour le classement par points. Donc t'as de grandes espérances pour Paul Magnier, toi. Bah, en fait, ça dépend de son état de forme, mais s'il a une bonne forme, ça fait vraiment partie de ces sprinters passe-partout qui peuvent vraiment aller gratter des points partout et titiller du Pedersen qui semble être le favori. Du coup, franchement, ouais, hein, je sais pas s'il va en gagner une ou s'il va avoir le maillot cyclamen, mais en tout cas, il a les armes pour. Bon, en tout cas, il y a de quoi faire, visiblement, pour Paul Magnier, qui aura quand même dans son équipe Mikel Landa. L'Espagnol va être un peu tout seul en montagne, donc il y aura plus de monde probablement pour aider Paul Magnier sur le plat, dans la préparation des sprints, avec notamment Luc Lamperti, l'Américain qui semble être un petit peu son poisson pilote depuis que les deux sont passés pro de l'année dernière au sein de la Soudal Quick Step. Ouais, puisque la fois où Magnier était poisson pilote, c'est lui qui a gagné. C'est ça. Donc peut-être que c'est un signe. Pour évoquer un autre coureur qu'on attend pas mal, lui plutôt pour la montagne, pour le classement général, c'est David Gaudu. David Gaudu qui a connu début de saison un peu en montagne russe avec un très bon Tour d'Oman où il s'était imposé à Eastern Mountain devant Adam Yates. Mais ensuite, plein de pépins en Europe, il a abandonné l'Estrade Bianche, il a abandonné Tirreno, il a été blessé, il est revenu seulement sur le Tour de Romandie il y a une dizaine de jours. Est-ce que David Gaudu, qui vise sur le papier le classement général,
peut atteindre l'objectif d'au moins un top 10 peut-être? Bah oui, S'il fait pas top 10, ce serait quand même une grosse déception. clairement. Après, outre la déception, est-ce que de ce qu'on a vu, c'est faisable pour lui ou il y a une inquiétude par rapport à la forme qu'il peut avoir après sa blessure? L'avantage du Giro, c'est que la montagne va vraiment crescendo, et c'est surtout la 3e semaine qui est là. Donc, il a largement le temps de se remettre en route pour être en Moi, forme au moment où ce sera important. je pense qu'il doit même jouer, s'il est vraiment bien, il doit jouer le top 5, mais top 10, enfin, il doit y être, sinon faut qu'il arrête de jouer les classements généraux. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Je pense qu'il doit viser quelque chose, c'est plutôt le top 5 en se disant le top 10, faut que je l'ai. Et après, arrêter de jouer purement les généraux, c'est pas forcément une mauvaise chose non plus, mais ça peut permettre de faire des bons classements aussi. Surtout si on se souvient du leader de la Groupama FDJ il y a 2 ans, qui jouait pas le classement général et qui a fini 5e. Par exemple, Ouais, mais après, c'est un autre leader, tu vois, genre, c'était quand même Il quelqu'un est dans plus- le milieu. il est plus romantique, c'est vrai. C'est vrai que David Gaudu va découvrir le Giro, pour le coup. Est-ce que aussi en termes de type de course, ça peut être un grand tour qui peut bien lui convenir? Bon, je Moi, pense, ouais. Ouais, j'aurais tendance à dire oui, parce que de ce que j'en sais, il a quand même des plutôt bonnes facultés de récupération. Et la difficulté, les étapes dures, ça lui fait pas trop peur. Enfin, c'est ce qu'il aime. Donc, je pense que si ça se passe bien, il est en forme en 3e semaine. Hein. Oui, et puis en 3e semaine, les étapes où il faut se mettre en effort curseur et en étant à ce rythme non-stop pour être pas loin des meilleurs jusqu'au bout, il pourra le faire plusieurs journées. Et ça, l'effort curseur, il connaît bien. Ça, c'est passer le maître dans cet effort. Et après aussi, par rapport à au fait qu'il revient, entre guillemets, juste à la compétition, là où il avait pris la 30e place du général du Tour de Romandie, je l'avais vu justement à l'occasion de la course suisse dire que au vu du parcours du Giro, c'est pas trop grave qu'il perde 1-2 minutes au début, mais et qu'au fur et à mesure il va monter en puissance, et que c'est surtout sur la fin que avec notamment l'étape de Champoluc, l'étape de Sestrières qui va pouvoir prendre du temps. Est-ce qu'il n'y a pas un côté où on peut se dire le parcours du Giro c'est le meilleur en termes de construction d'ensemble par rapport au niveau qu'a David Gaudu actuellement, c'est-à-dire un niveau qui est en train vraiment de monter en puissance? Bah, ça, c'est si, en fait, s'il est en train vraiment de monter en puissance, etc., et qu'il est vraiment sur la pente ascendante, c'est sûr que tout soit condensé dans la 3e semaine, c'est parfait pour lui. Enfin, mais ça, c'est dans le cas où effectivement il est vraiment en montée en puissance, où il n'y a pas de problème, parce que c'est pas aussi simple que ça d'avoir un pic de forme, surtout quand tu reviens de petites blessures, etc. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent arriver que peut-être que finalement il n'arrive pas à avoir son pic de forme, et bon, il sera condamné à faire des échappées ou à tenter de un maillot de la grimpe, maillot du meilleur grimpeur. Mais ça dépendra de comment ça se passe, quoi, de ses jambes. Bon, en tout cas, du coup, vous le voyez plutôt, enfin, vous l'espérez, vous l'imaginez top 5 au final de ce Giro, David Gaudu? J'espère Ouais, même qu'il sera dans la lutte pour le podium. Ah, ben on va espérer, on va croiser les doigts. Parce que franchement, j'ai absolument pas envie de voir David Gaudu qui est juste en effort curseur pendant 3 semaines pour finir à une 7e place dans l'alignement relatif. Sans vouloir manquer de respect au Giro, il a déjà fait 4e du Tour, donc j'ai pas envie de le voir juste lutter pour faire 8e du Giro. Ouais, c'est-à-dire que si jamais, imaginons, le podium que tu dis se battre pour le podium, c'est un peu trop loin pour lui, est-ce que une course comme sa Vuelta 2020, c'est-à-dire faire des attaques et puis bon, il se retrouvait au final être pas trop mal placé au général, ça serait une course intéressante pour lui Je veux dire, même avec certaines étapes de la 3e semaine, même s'il est à 10 minutes, même s'il est 12e à 12 minutes avant la 3e semaine, il y a de quoi remonter vraiment et de faire des écarts selon ce qui se passe par rapport aux autres. Moi, je reviens, même si c'est pas le même style de coureur et la même manière de courir, la 5e place de Thibaut Pinot il y a 2 ans. Ouais, c'est peut-être l'exemple à suivre pour David Gaudu. Maintenant, je préférerais pour David Gaudu qu'il se perde pas trop de temps dans les chronos et dans la première semaine et qu'il soit vraiment dans le coup. Il y a des étapes qui font un peu classiques, c'est un peu fourre-tout par rapport à certains parcours, mais il a de quoi s'en sortir aussi là-dessus. Et s'il y a une course, on évoquait au début du podcast la crainte d'une attente par rapport à la 3e semaine. Si Ayuso et Roglic se regardent un peu et que les écarts sont pas énormes derrière eux,
quitte à ce qu'il soit dans le podium, pourquoi ne pas même espérer qu'il soit à moins de 2 ou 3 minutes du maillot rose avant la dernière semaine? Oui, de se dire, tant qu'à faire, je vais essayer de profiter de situations où ça se regarde un peu, d'être le troisième larron qui tire les marrons du feu. Ça, et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent imaginer être dans cette situation-là, et Oui, j'espère pas que vraiment Godu. mais j'espère Ça, vraiment ouais, que ce sera Godu qui sera dans cette position-là. Ils sont nombreux à vraiment espérer ça s'il y a bien un duel entre les deux. Ouais. Parce que il Ça doit y doit- avoir une dizaine de noms qui peuvent être cités quoi, à ce niveau-là. Ouais, il y a du beau monde. Et pour évoquer aussi un autre Français qu'on va attendre en montagne, c'est Romain Bardet. Pour son dernier grand tour, sa 4e participation au Giro, alors qu'il n'a pas remporté d'étape sur le Tour d'Italie, et il semble dire que c'est son objectif, pour réussir à compléter la trilogie des victoires d'étape sur les grands tours. Qu'est-ce que vous attendez, vous pouvez attendre de Romain Bardet sur ce Giro? Une victoire d'étape. Juste, entre guillemets, une victoire d'étape? Non, une victoire d'étape et je pense qu'il peut jouer le maillot bleu. Ah ouais, mais clairement, Gruppetto, le premier jour, il perd une demi-heure, il est tranquille, et après, il peut attaquer quand il veut, comme il veut, et ouais, maillot bleu et victoire d'étape. Théo, t'es sur la même lignée Ouais, je pense. Enfin, j'arrive plus à le voir essayer de jouer le classement général, mais peut-être qu'il va chercher à le faire pour son dernier grand tour. Mais moi, je le préférais, comme dit Geoffrey, qu'il se prenne 1 heure en 2-3 jours et après qu'il soit libre de partir quand il veut, quoi. Ok, donc vous le voyez plus dans l'idée de son Tour de France de l'an dernier à lâcher volontairement du temps pour après jouer des étapes plutôt qu'à faire comme un Thibaut Pinot en 2023 de jouer les étapes et puis au final se retrouver pas trop mal classé non plus. Moi, j'aimerais bien qu'il se retrouve pas trop mal classé, qu'il fasse comme Pinot. Enfin, avec l'étape en plus. Étape, maillot bleu et puis un top 10. Ouais, mais c'est le souci qu'il y a eu un peu ces dernières années avec Bardet, qui était dans un entre-deux où il hésitait un petit peu à lâcher sa position au classement général parce qu'il était encore bien placé, mais du coup, il avait beaucoup de Ou alors, fois où on première ne le laissait étape, pas partir à cause de ça. il sort dans la bosse, il résiste et il va faire comme les derniers au Tour de France, victoire et maillot D'ailleurs, rose. ça me rappelle quelque chose, ça. Et alors là, franchement, ce serait beau. Puis après, de la neige, de la pluie, dans des descentes, il prend des risques et gagne le Giro. Et alors là, Ah ouais, là il part bien. Ah ouais, là tu vas vraiment chercher loin. Mais bon, écoute, hein, si. Ah bah je suis un auteur, moi. Ah ouais, bah oui, Ouais. ça. Faut que tu postules la pédale, toi. Ah, le cyclisme romantique, il est là. Hein, mais on verra, mais on va dire peut-être que. Imaginons que vous auriez un conseil à dire à Romain Bardet, c'est ne fais pas ce Giro comme tu as fait ses précédents, c'est-à-dire notamment l'an dernier où il était justement dans ce côté un peu pour général, un peu pour les étapes, et au final il finit 9ème sans étape. En vrai, j'ai même pas envie de lui donner de conseils. Là, je pense que c'est son dernier, il faut juste qu'il se fasse plaisir. Même si c'est pas un truc que nous, on aime voir. Ouais. Éclate-toi, tu vois. Fais ce que t'as envie de faire et si Au c'est... figuré, éclate-toi au figuré. Au figuré. Pardon, amuse-toi, pardon. C'est ça que j'aurais dû dire. C'est mieux. Attention. Oui, Pas le parapet. Oui, voilà, qu'ils prennent du plaisir et que que ce Giro finisse Après, mieux faut que le voir Tour d'Algarve. ce que peut lui dire Picnic, parce que Picnic, ils sont un peu chauds au niveau en termes de points. Ouais, bah justement, des victoires d'étapes, ça ramène des points. C'est vrai. Ouais, ça doit être plus intéressant d'aller remporter 2 étapes que de finir 8ème du général en termes de points Ah bah, je UCI. pense, ouais. Puis de toute façon, ça fait 2 ans et demi qu'ils en ont rien à foutre de leur classement UCI, donc ce serait quand même pas de bol pour Bardet qui se réveille juste au début du Giro. Oui, et puis bon, des discours qu'on voit un peu de la part des coureurs et même de Romain Bardet lui-même, c'est qu'il n'y a pas l'air d'y avoir une énorme pression de la part de l'encadrement du staff Picnic pour les points UCI, même si là ils ont à peine quelques dizaines de points d'avance sur XDS Astana pour garder la 18ème place. Bah justement, vaut mieux que Bardet soit dans des échappées face à Mastanda et Scaroni. Attention, parce que Scaroni, c'est très très fort. Pour finir sur les Français rapidement, une petite question. Parmi les autres Français qui sont au départ de ce Giro, est-ce que il y a des noms en particulier à suivre ou même si on élargit un peu dans les coureurs des équipes françaises de manière générale? Simon Guglielmi, grosse chance pour le classement de la Fouga. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais, pour les trucs vraiment intéressants, j'avais noté que les Français de Décathlon, là, c'est les seuls que je peux voir faire un truc. Avec Bouchard, Godon et Prodhomme. Ouais, Godon sur arriver en petit comité, ça va vite. Prodhomme, il a montré qu'il était en forme sur le dernier tour
Tour des Alpes, donc pourquoi pas un maillot, pourquoi pas une étape. Et Bouchard, pourquoi pas un maillot, hein, un maillot bleu, on sait jamais. Hein. Il l'a déjà fait sur la Vuelta et le Giro. C'est un peu le baroudeur, le grimpeur baroudeur originel. Donc, de toute façon, je vois pas vraiment. Enfin, il a que ça à faire, les échappées, tout ça. Ils vont pas jouer le général. Et Oh, et sinon, dans Decathlon, les... dès que ce sera une étape où il se passe la Benetton Sprint, ils vont être devant tous les jours. Ah bah, ils ont pas le choix de toute façon. Quand on voit l'équipe- faut espérer, sinon on les verra pas, en effet. Quand on voit l'équipe qu'ils ont, c'est clairement une équipe de baroudeurs. Et ils en ont pour tous les terrains. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est une équipe de baroudeurs, mais de bons baroudeurs. C'est des Ouais. baroudeurs qui ont vraiment des arguments à faire valoir. À la rigueur, Bouchard sera peut-être un peu limité en haute montagne face aux gars du général qui auront perdu du temps. Ouais, j'ai envie de dire qu'en montagne, je miserais plus sur Nicolas Prodhomme que Geoffrey Bouchard, au niveau de la forme récente, notamment sur le Tour des Alpes, où Bouchard, Prodhomme, il était fort. Hein. Bouchard n'a pas pu finir, et Prodhomme a eu une victoire à l'étape, justement, avec un joli calot de Paul Sexas, mais Prodhomme avait l'air même plus fort que Sexas dans la montée sur cette étape-là. Donc, ouais, il y a des choses intéressantes. Puis oui, même pour les échappées, ça fait du Dries de Bondt, ça a déjà gagné en échappée sur le Giro. Andrea Vendrame, ça a déjà gagné en échappée sur le Giro. Dorian Godon, ça peut aussi être assez redoutable à ce niveau-là. Donc, il y a de quoi faire. Après le reste, Théo Anselme, vous avez autre chose à rajouter pour les autres équipes françaises que Cofidis, on avait déjà évoqué notamment Milan Fretin. Arkea BNB, bon, c'est peut-être l'équipe la plus faible qu'ils ont envoyée sur le Giro, avec Luka Mozzato en leader, et Ouais, peut-être c'est- les Norvégiens Svestad Barnseg et Martin Chiota pour quand il y aura des reliefs. Non, à la rigueur, peut-être un Quentin Paché qui va peut-être enfin réussir à gagner, mais même là, j'y crois pas. Enfin, il fera sûrement une place ou un truc parce qu'on sait qu'il a les jambes et comme sur la dernière Vuelta, il était parti avec Van Aert. Mais j'ai l'impression qu'il nous manque un peu un truc pour aller gagner. Bon, en tout cas, on devrait voir les équipes françaises dans les échappées. Ça, y a pas trop de doute là-dessus. Non. Très Oui, bien. c'est certain. Et bien avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On va finir par des petits pronos bonus, comme on a l'habitude avant les grands tours. Comme ça, je vous donne une petite question plus ou moins farfelue et vous me donnez la réponse rapidement. Puis on verra, on fera le bilan à la fin du Giro. Première question, qui va compléter la trilogie des victoires d'étape sur les grands tours et remporter une étape sur le Giro, après l'avoir déjà fait donc sur le Tour et la Vuelta? Je vous cite les coureurs, on a Van Aert, Bardet, Maika, Clark, Adam Yates et Pouls. Donc ça nous fait 6 coureurs. Combien il y en a pour vous qui arriveront à remporter une étape sur ce Giro? Je vais dire 3, moi. Ok, même qui en particulier, si tu veux vraiment te mouiller? Je mets Van Aert, Bardet et Wood Pouls. Ok, donc une victoire à Astana. Théo? Pas obligé. 3 aussi, mais Van Aert, Yates et Pouls, pardon. Ok, donc pas Bardet de qui fera deux fois. donc pas de Romain Bardet ou 2 fois deuxième. Voilà. ça se mouille vraiment. Il fera 2 fois deuxième, 5e et maillot bleu comme son prédécesseur. Quoi. Geoffrey? Bah, j'allais dire 3 aussi. Eh ben allez. Et j'allais dire Van Aert, Bardet et Clark. Oh, Clark. Ah ouais, Clark, c'est. Je vois bien en vrai, Clark je- gagner une échappée qui Ça se fait de termine plat, un sur peu. le plat ou que personne voyait partir et ça se regarde et il réussit à aller la chercher. Un petit sprint de mort contre Taco Van Der Horn. Ouais, ou Et bien Bardet, du coup. bien le genre d'échappée et que vraiment des coureurs qu'on n'attendrait pas, qu'on n'irait pas imaginer citer Ouais. sur le Ah Giro, ouais. comme Victor Lafay a gagné une étape, comme Baïs, je sais plus lequel, avait gagné à Grande Sasso d'Italia. Mais voilà, ouais, je vois bien une étape de moyenne montagne où il n'y a pas de grimpeur devant. Ou Ouais, un une truc étape, où il ou bat une étape Rothman qui Chris finit Mid au avec 1 sprint. heure de plat, mais la différence c'est fait dans des côtes avant. Enfin, Alors, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Ben justement, par rapport aux échappées, combien d'étapes vont être remportées par des échappées? 8. 8? 9. Ah, ouh. 8? Oh la 9, Théo, est-ce que tu vas dire 10? Non, j'en dis pas. Non. 6. 6, ok, bon, comme ça, Non, mais je me souviens, il y a quelques années, on avait fait les pronostics et déjà après la première semaine, tous les Ouais. noms qu'on avait dit avaient été battus. Donc là, C'est vrai. donc là, volontairement, C'est tu l'année où vises il y haut. avait dû avoir. Il y avait l'année Ouais. là où il y avait eu une seule échappée sur tout le début de l'année qui était allée au bout. Et on s'était dit, bon, ouais, sur le Giro, il y en a 3 ou 4. Et puis dès la première semaine, bah, c'était dépassé. Ouais, c'est pour ça que je dis
9. Ouais, tu vises large. Est-ce que comme ça, il y a un coureur, comme ça que vous dites, bon, lui, il va gagner en échappée. Bon, Geoffrey, du coup, je note Simon Clark. Non, je vais, quitte à mettre du pronostic original, je vais dire Davide Piganzoli. Oh, Piganzoli, le jeune Italien qui est chez Polti Visit Malta Polti. toujours. Quitte à prendre du risque sur du pronostic. En tout cas, il a l'air d'être en forme. Il a fait 11e du Tour des Alpes. Je crois qu'il s'était bien montré aussi sur le Giro l'année dernière, parce qu'il avait fini 13e en effet, du général. Anselme ? Afonso Lalio. Oh, donc, qui est le portugais de l'équipe Bahrain Victorious. C'est ça. Très Théo. grosse Volta. Et Marco Brenner. Marco Brenner, très bien, du côté de l'équipe Tudor, ce qui nous permet de citer un coureur de l'équipe Tudor également. Oui. On avait cité Storer vite fait. On avait cité Storer vite fait. Voilà, permet de citer un deuxième. Combien de victoires justement pour des équipes Pro Team sur ce Giro ? Tiens Théo. Pour des équipes Pro Team. Pro Team, du coup, ce sont les équipes Pro Team, donc il y a Q36 aussi dedans. Donc ça fait VF Bardiani, Tudor, Polti Visit Malta, on a Q36.5 et Israël Premier Tech. 3 3, ok. Anselme ? J'ai noté 3 aussi. Eh ben allez, 3. Et Geoffrey, 3 aussi ou pas ? Ouais, j'allais dire 3 aussi, mais j'hésite à dire 4, mais je me dis Astana va en gagner 12 déjà. On compte des équipes qui sont pro team l'année prochaine aussi ou... Ah ben Astana n'y seront pas justement grâce à leur double victoire. C'est Picnic qui sera l'année prochaine. Non, mais Bardet du coup, peut compter. Allez, je vais dire 4 du coup. 4, allez, on se chauffe. Très bien. Avant-dernière question, qui va remporter le classement de la montagne ? Qui a envie de se chauffer ? Allez Anselme. Ah merde, j'en ai noté 2 et j'attendais de voir ce qu'allaient dire les autres. Et j'avais Bardet où tu connais. Allez, Geoffrey, si tu veux aider Anselme à départager. Quitte à dire quelqu'un, il a fini meilleur grimpeur d'une course avec un maillot rose l'année dernière au mois de mai. Je vais dire Fausto Masnada. Oh waouh. Alors ça, grosse cote. Hein. Moi, je vais dire Tom Pidcock. Ok, Tom Pidcock, qui sera sur le Giro. Il est chez qui, Masnada ? Il est chez Astana, évidemment. Ah ouais, j'étais passé à côté de ça. Je regardais, je me disais, attends, chez Soudal, ils l'ont pas mis, Masnada. Dernière question, là j'avais vraiment pas d'idée, mais j'ai envie de faire une 5e question, et puis ça tombe bien, parce que Anselme l'avait un petit peu évoqué. Qui de Adam ou Simon Yates sera le mieux classé au général ? Bah tiens, Anselme. Adam, ok. Théo ? Adam aussi. Ok. Et Geoffrey ? Adam aussi, Simon. Même Adam Yates équipier, je le vois devant Simon Yates leader. Ok, très bien avec tout ça. Ça fait des petits pronos bonus. Après le classement par points, le classement général, vous pouvez également donner vos pronostics dans les commentaires. On fera le bilan à la fin de ce Giro. Avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. Merci beaucoup Anselme, Geoffrey et Théo de m'avoir accompagné pour présenter ce Tour d'Italie. On se retrouvera tout au long du Giro à l'occasion des journées de repos pour des lives, si tout va bien, pour histoire de faire le bilan. Et en attendant le prochain podcast qui sera donc dans 10 jours maintenant, après la première semaine du Tour d'Italie, eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Blue Sky et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt là en chasse patate.